Mon père mourant a pressé une vieille clé en laiton dans ma main et a murmuré « Prends soin du jardin. Promets-le-moi. » J'étais confus. Notre maison n'avait qu'une pelouse de base, pas de jardin. Mais j'ai promis. Ce que j'ai découvert, c'était la vérité sur mon père bourreau de travail qui a manqué chaque moment de mon enfance. Il n'avait pas été au bureau toutes ces nuits. Il avait construit un monde secret que je n'étais jamais censé découvrir. Avant de nous plonger dans le vif du sujet, je suis curieux. Quelle est votre plante préférée? Laissez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Et si vous aimez les histoires émouvantes et réconfortantes, veuillez vous abonner pour ne pas manquer notre prochaine. Maintenant, laissez-moi vous ramener au jour où j'ai enfin compris mon père. Mon père était mourant, et je ne parvenais pas à ressentir grand-chose à ce sujet. Cela me fait probablement passer pour une personne terrible, mais Jean-Pierre Dubois avait été absent pendant une si grande partie de ma vie que sa mort physique ressemblait simplement à la formalisation d'une absence que j'avais déjà passé 35 ans à accepter. Il était allongé dans le lit de l'hospice, paraissant plus petit que dans mon souvenir, ce qui n'était pas peu dire car je l'avais toujours considéré comme un homme petit, non pas physiquement, mais en présence. Il avait été le père qui travaillait tard tous les soirs, qui manquait toutes les pièces de théâtre de l'école et tous les matchs de foot, qui était toujours au bureau, même le week-end. Le père dont le plus grand cadeau pour moi avait été des chèques de pension alimentaire fiables et un toit au-dessus de ma tête, mais jamais son temps, jamais son attention, jamais son amour. Thomas, dit-il, sa voix faible à cause de l'insuffisance cardiaque qui éteignait lentement son corps. Approche. Je me suis approché de son chevet, plus par obligation que par désir. Ma femme, Anne, m'avait exhorté à lui rendre visite. Tu le regretteras si tu ne lui dis pas au revoir, avait-elle dit, peu importe la complexité de votre relation. Alors me voilà, dans une chambre stérile qui sentait l'antiseptique et la mort, debout à côté d'un homme qui partageait mon ADN mais qui n'avait jamais vraiment été un père pour moi. Je dois te donner quelque chose, dit Jean-Pierre, sa main tremblant alors qu'il tendait le bras vers la table de chevet. L'infirmière de l'hospice y avait placé ses quelques affaires, une montre, un portefeuille et une petite clé en laiton sur une simple chaîne. Il prit la clé et la pressa dans ma paume, sa poigne étonnamment forte pour quelqu'un si proche de la mort. Prends soin du jardin. Promets-moi que tu prendras soin du jardin. J'ai regardé la clé, confus. Papa, nous n'avons pas de jardin, juste la pelouse. Promets-le-moi. Son intensité était surprenante. S'il te plaît, Thomas, promets-moi que tu t'en occuperas. Je le promets, ai-je dit, car que peut-on dire d'autre à un homme mourant? Il s'est alors détendu, s'enfonçant dans ses oreillers. Il y a une note dans mon portefeuille. L'adresse. Quelle adresse? Mais il avait fermé les yeux, épuisé par cette brève conversation. L'infirmière me toucha doucement le bras. Il a besoin de se reposer maintenant. Vous devriez revenir demain. J'ai quitté l'hospice avec la lourde clé en laiton dans ma poche, ne ressentant qu'une vague irritation. Même mourant, mon père était énigmatique et difficile. Jean-Pierre Dubois est mort 2 jours plus tard, seul dans cette chambre d'hospice à 3 heures du matin. Je n'étais pas là. J'avais prévu de lui rendre visite cet après-midi-là, mais il n'a pas attendu. Les funérailles furent modestes. Ma femme et ma fille, quelques collègues âgés du cabinet d'expertise comptable où il avait travaillé pendant 40 ans, et Madame Bernard, la voisine qui habitait à côté de nous depuis mon enfance. C'est tout. Pas d'amis proches, pas de famille élargie, juste la maigre assistance d'un homme qui avait vécu sa vie à distance de tous ceux qui auraient dû compter. Alors que je me tenais près de son cercueil, regardant son visage paisible, j'ai senti la clé en laiton dans ma poche et je me suis souvenu de son étrange dernière requête. Après les funérailles, je suis allé chez lui, la maison de mon enfance, bien que j'en ai peu de souvenirs chaleureux. Tout était exactement comme je m'en souvenais, propre, organisé, impersonnel. Le salon avait le même canapé beige, les mêmes peintures de paysages génériques. Ma vieille chambre avait été transformée en bureau à domicile il y a des années, toutes les traces de mon enfance soigneusement effacées. J'ai apporté avec moi le sac que l'infirmière m'avait donné avec ses affaires. J'ai trouvé son portefeuille. À l'intérieur, avec son permis de conduire et ses cartes de crédit, se trouvait un petit morceau de papier avec une adresse écrite de sa main soignée, les jardins partagés du Bois Vert, parcelle numéro 47. J'ai sorti mon téléphone et j'ai cherché l'adresse. C'était de l'autre côté de la ville, dans un quartier que je visitais rarement. Selon le site web,
les jardins partagés du Bois Vert étaient une coopérative où les résidents locaux pouvaient louer des parcelles pour cultiver des légumes et des fleurs. Mon père avait une parcelle de jardin. Depuis combien de temps, et pourquoi ne l'avait-il jamais mentionné? Le lendemain matin, je me suis rendu à l'adresse, la clé en laiton toujours dans ma poche. Le jardin communautaire était plus grand que je ne l'avais prévu, probablement 3 acres de terrain clôturés divisés en des dizaines de parcelles individuelles. Certaines étaient clairement bien entretenues, débordant de légumes et de fleurs de fin d'été. D'autres étaient envahies par la végétation, abandonnées par des locataires qui avaient perdu tout intérêt ou déménagé. Un panneau peint à la main près de l'entrée montrait un plan des parcelles. J'ai trouvé la numéro 47 dans le coin arrière, séparée des autres par ce qui ressemblait à une haute clôture en bois. En traversant le jardin, passant devant des rangées de tomates et de tournesols, j'ai remarqué quelques autres jardiniers travaillant sur leurs parcelles. Une femme asiatique âgée récoltait des haricots. Un jeune couple désherbait un parterre d'herbes aromatiques. Aucun d'eux n'a levé les yeux à mon passage. La parcelle numéro 47 était entourée d'une clôture d'au moins 2 mètres de haut, faite de planches de cèdre vieilli qui avaient pris une teinte grise argentée avec le temps. Il y avait un portail dans la clôture, et sur le portail se trouvait une serrure en laiton qui semblait correspondre à la clé dans ma poche. Mes mains tremblaient en insérant la clé. Elle a tourné en douceur, et le portail s'est ouvert. Ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. Derrière cette clôture se trouvait un monde dont je n'avais jamais soupçonné l'existence. La parcelle était grande, peut-être 30 par 40 pieds, et chaque centimètre carré avait été transformé en quelque chose d'extraordinaire. Il y avait des parterres de fleurs disposées selon des motifs soignés avec des variétés que je ne pouvais pas nommer, fleurissant dans des tons de violet, de jaune et de rouge profond. Un petit étang à carpe-coille, d'environ 6 pieds de diamètre, se trouvait dans un coin, avec des nénuphars et une fontaine miniature. Des bancs en bois sculptés à la main étaient placés dans tout l'espace, positionnés pour capter différents angles de lumière du soleil tout au long de la journée. Mais c'était plus que simplement beau. C'était profondément personnel. Des carillons éoliens pendaient d'une pergola couverte de rosiers grimpants. Des sentiers de pierre serpentaient à travers les parterres, chaque pierre gravée d'une date ou d'un mot, espoir. Souvenir. Amour. Un petit abri à outils dans le coin arrière avait été peint d'un bleu joyeux avec des jardinières pleines d'herbes aromatiques. Ce n'était pas seulement un jardin. C'était un sanctuaire, une œuvre d'art, un endroit que quelqu'un avait aimé et entretenu pendant des années, des décennies même, à en juger par la taille mature de certaines des plantes. Mon père avait construit ça. Mon père distant, bourreau de travail, qui prétendait n'avoir ni passe-temps ni intérêt en dehors de son travail, avait créé ce monde secret de beauté et de soins. J'ai traversé lentement l'espace, touchant les choses doucement, de peur de casser quelque chose ou de me réveiller de ce qui ressemblait à un rêve. Sur l'un des bancs se trouvait un journal vieilli, protégé des éléments par une couverture en plastique. Je l'ai pris et l'ai ouvert à la première page. L'écriture était celle de mon père. Nette, précise, soignée. 15 août 1984. Je suis venu ici pour la première fois aujourd'hui. Thomas a 2 ans. Catherine est partie depuis 3 mois. Je ne sais pas comment vivre dans un monde où elle n'existe pas. Je ne sais pas comment être un père sans elle. Je ne sais pas comment respirer sans elle. Alors, je suis venu ici, sur cette parcelle de terre vide, et j'ai commencé à creuser. Peut-être que si je peux faire pousser quelque chose, je pourrai trouver comment continuer à grandir moi-même. Ma mère. Il écrivait sur ma mère, Catherine, qui était morte quand j'avais 2 ans. Je n'avais aucun souvenir d'elle, juste quelques photographies et les histoires que d'autres personnes m'avaient racontées. Une rupture d'anévrisme cérébral, soudaine et dévastatrice. Un instant, elle me mettait au lit pour une sieste, l'instant d'après, elle était partie. J'avais toujours su, intellectuellement, que mon père avait perdu sa femme quand j'étais tout petit. Mais nous n'avions jamais parlé d'elle, jamais partagé de chagrin. J'avais grandi en supposant qu'il était passé à autre chose, qu'il s'était simplement concentré sur le travail et m'avait élevé avec une sorte de détachement efficace. J'ai continué à lire, feuilletant les pages au hasard, regardant la vie de mon père se dérouler dans des entrées manuscrites. 3 septembre 1984. Thomas a commencé l'école maternelle aujourd'hui. Catherine aurait voulu le conduire à sa classe, aurait pleuré et pris 1 millier de photos. Je l'ai déposé et je suis allé directement au travail. Je ne pouvais pas pleurer devant lui. Il a besoin que je sois fort. Je suis venu ici après le travail et j'ai planté des rosiers,
les préférés de Catherine. Chaque fois que je les regarderai, je me souviendrai d'elle, mais Thomas ne les verra pas. Thomas ne me verra pas m'effondrer. Ce n'est pas ce dont il a besoin. 12 octobre 1987. Thomas a 5 ans. Il m'a demandé aujourd'hui pourquoi les autres enfants ont des mamans et pas lui. Je ne savais pas quoi dire. Je lui ai dit que sa maman l'aimait beaucoup mais qu'elle était tombée malade. Il a demandé si j'allais tomber malade aussi. Je lui ai promis que je ne le quitterais pas. Puis je suis venu ici et j'ai pleuré pendant 1 heure. Je suis en train de le laisser tomber. Je le sais. Mais je ne peux pas le laisser voir à quel point je suis brisé. Il a besoin d'un père qui puisse fonctionner. 8 juin 1993. 11e anniversaire de Thomas. J'ai manqué sa fête parce que je ne pouvais pas supporter d'être entouré d'autres parents, d'autres familles intactes. Je suis un lâche. Je sais ce que je lui fais. Je sais qu'il pense que je ne l'aime pas, mais je l'aime tellement que ça me terrifie. Et si quelque chose lui arrivait? Et si je le perdais aussi? C'est plus facile de rester à distance, de continuer à travailler, de venir ici et d'entretenir ce jardin où tout ce que je plante reste là où je l'ai mis et pousse selon des schémas prévisibles. Je me déteste, mais je ne sais pas comment changer. Je me suis assis sur le banc et j'ai continué à lire, les larmes coulant sur mon visage. Page après page du chagrin caché de mon père, de sa peur paralysante, de ses tentatives désespérées de se ressaisir pour mon bien. Et adente bin indifférent. Et des bin droning, and they thought the kindest thing he could do for me was to drown quietly, out of sight. All those nights they claimed to be working late at the office, et they been here in this garden, talking to my dead mother through the rose they planted for her, processing a grief so overwhelming that he couldn't bear to let me see it. He heard footsteps on the path outside the fence. Une femme âgée est apparue au portail ouvert, regardant à l'intérieur avec curiosité. She was Asian, probably in les années 70, wearing gardening glove and carrying a basket of vegetables. Oh, she said, startled. I'm sorry. He didn't know Jean-Pierre had some on here. I'm Madame Lefebvre. I have the plow next door. I'm Thomas, he said, wiping my eyes quickly. Jean-Pierre est son. Et passed away. Madame Lefebvre's face crumpled. Oh non. Oh, je suis tellement désolé. Nous aimions tous Jean-Pierre. Il était le cœur de ce jardin. You knew my father? Of course. Jean-Pierre has been here longer than anyone. He helped me set up my plow when he joined 15 years ago. He taught my grandson how to grow tomato. Last year, when he had surgery and couldn't work my garden, Jean-Pierre maintint it for me. He was the kindest man. He stared at her. My father? Jean-Pierre Dubois. Yes. He was here nearly every day. He volunteered with the youth program. We get teenagers on here for community service some team, troubled kids who need guidance. Jean-Pierre was so patient with them, teaching them about plant, about taking care of living things. He donated produce to the food bank every week. He helped several of the elderly gardener when their plow got too difficult to manage alone. She smiled through her tears. He talked about you constantly, you know. He was so proud of you. Il n'a jamais. Je ne savais pas. Je ne trouvais pas les mots. He said he regretted that you two weren't close, Madame Lefebvre continued gently. He said he failed you a father, that he done too much of himself. He said he didn't know how to fix it, but he hoped that someday you'd understand why. Un autre jardinier s'approcha, un homme probablement dans la soixantaine avec des yeux bienveillants. C'est vrai pour Jean-Pierre? J'ai hoché la tête, incapable de parler. D'autres jardiniers ont commencé à apparaître, attirés par la nouvelle. Chacun d'eux avait des histoires sur mon père, comment il les avait aidés, leur avait appris des choses, avait été présent, gentil et généreux de son temps. Du temps qu'il ne m'avait jamais donné. Sauf que ce n'était pas tout à fait vrai, n'est-ce pas? Il avait travaillé à plein temps pour nous soutenir. Il avait gardé la maison propre, s'était assuré que je ne manquais de rien matériellement. Il avait simplement été absent émotionnellement. Après le départ des jardiniers, qui m'ont présenté leurs condoléances et m'ont demandé de les informer de tout service commémoratif, j'ai continué à explorer le jardin seul. Dans l'abri à outils,
j'ai trouvé des fournitures organisées avec la même précision que mon père apportait à tout, des outils accrochés sur des panneaux perforés, des graines triées et étiquetées dans des boîtes, des engrais et des pesticides stockés en toute sécurité sur des étagères hautes. Et dans le coin arrière, dans un contenant en plastique étanche, j'ai trouvé une boîte. À l'intérieur se trouvaient des lettres, des centaines, toutes adressées à moi de l'écriture de mon père, toutes scellées, mais jamais envoyées. Les mains tremblantes, j'ai ouvert la première. Elle était datée de mon 8e anniversaire. Cher Thomas, tu as 8 ans aujourd'hui. Je suis venu ici, dans le jardin de ta mère, et j'ai planté 8 tournesols, un pour chaque année de ta belle vie. Tu as eu un vélo aujourd'hui. Je t'ai vu en faire quand je suis rentré à la maison. Tu avais l'air si heureux, si libre. J'aurais aimé être celui qui t'apprend à en faire, mais notre voisin, Monsieur Bernard, l'a fait pendant que j'étais ici, à me cacher. Je suis tellement désolé, Thomas. Je t'aime plus que je ne sais le dire à voix haute. Chaque jour, je pense à être un meilleur père pour toi. Chaque jour, j'échoue. Joyeux anniversaire, mon fils. Papa. J'ai ouvert une autre lettre, celle-ci de ma remise de diplôme du lycée. Cher Thomas, je t'ai regardé traverser cette scène aujourd'hui et accepter ton diplôme, et j'étais si fier que j'ai cru que ma poitrine allait éclater. Tu l'as fait. Tu as traversé le lycée malgré un père à peine présent. Tu l'as fait avec de bonnes notes, de bons amis et un avenir brillant devant toi. Je voulais t'emmener dîner pour fêter ça, mais je n'ai pas pu. Je ne pouvais pas m'asseoir en face de toi et voir dans tes yeux à quel point tu m'en veux, à quel point tu as appris à ne rien attendre de moi. Ça fait trop mal. Alors, je suis venu ici à la place. J'ai planté un arbre pour toi, un chêne qui deviendra fort et grand, tout comme toi. Je suis désolé d'avoir été une telle déception pour toi. Je suis désolé, mais je pense que te protéger de ma douleur est plus important que de te laisser me voir comme une vraie personne. Tu vas faire de grandes choses, Thomas. Tu en fais déjà. Je t'aime. Je suis désolé de n'avoir jamais appris à le montrer. Papa. Il y avait des lettres pour chaque anniversaire, chaque étape importante, chaque moment qu'il avait manqué, des lettres expliquant pourquoi il n'était pas là, s'excusant, exprimant un amour qu'il ne pouvait pas me dire en face. Pour être juste, j'avais été bien élevé. Je n'avais jamais eu faim, jamais manqué de rien de matériel. Mais c'était en grande partie grâce à ma grand-mère, Nicole, la mère de mon père, qui avait emménagé avec nous après la mort de ma mère. C'est elle qui préparait mes déjeuners, assistait à mes pièces de théâtre à l'école et s'asseyait avec moi quand je faisais des cauchemars. Grand-mère Nicole était décédée quand j'avais 17 ans, juste avant que je parte pour la fac. Je me souviens de ses dernières paroles à mon sujet concernant mon père, « Il t'aime plus que tu ne le penses, Tommy. Il ne sait tout simplement pas comment le montrer. Sois patient avec lui. » Je n'avais pas été patient. J'avais été en colère que même la mort de ma grand-mère n'ait pas sorti mon père de sa coquille, ne l'ait pas rendu soudainement présent et émotif. Les funérailles avaient été comme tout le reste, mon père, silencieux, distant, faisant les choses machinalement pendant que je pleurais la perte du seul parent qui s'était réellement senti comme un parent. Je suis resté assis dans ce jardin jusqu'à la tombée de la nuit, lisant lettre après lettre, comprenant pour la première fois que l'absence de mon père n'avait pas été de l'indifférence. C'était un chagrin brisé qu'il ne savait pas comment partager, une peur d'être vulnérable et une croyance profondément erronée que être fort signifiait souffrir seul. Il m'avait aimé. Il m'avait tellement aimé qu'il avait caché sa douleur pendant 33 ans pour que je n'aie pas à la porter avec moi. C'était mal. Ça m'avait fait du mal. Ça nous avait fait du mal à tous les deux. Mais ça venait de l'amour. Au cours des semaines suivantes, je suis retourné au jardin tous les jours. J'ai lu chaque lettre. J'ai lu chaque entrée de journal. J'ai appris à connaître ma mère à travers les mots de mon père, son rire, sa gentillesse, ses rêves pour moi. J'ai appris le chagrin de mon père, ses regrets, ses tentatives désespérées d'être le père qu'il pensait que j'avais besoin plutôt que le père qu'il était réellement. Et lentement, entouré par la beauté qu'il avait créée dans son sanctuaire caché, j'ai commencé à comprendre et, finalement, à pardonner. J'ai commencé à entretenir le jardin, apprenant au fur et à mesure. Madame Lefebvre m'a montré quelles plantes avaient besoin d'eau, lesquelles avaient besoin d'être taillées, lesquelles commençaient à entrer en dormance pour l'hiver. Les autres jardiniers m'ont accueilli, ont partagé des histoires sur mon père et m'ont aidé à comprendre la communauté dont il avait fait partie pendant toutes ces années. Un samedi après-midi, j'ai amené ma fille, Léa, la petite fille de mon père,
qui ne l'avait rencontré qu'une poignée de fois avant sa mort. C'est grand-père qui a fait ça, demanda-t-elle, regardant autour d'elle avec émerveillement. Elle avait 6 ans, pleine d'énergie et de questions. Oui. Il y a travaillé pendant très longtemps. Pourquoi ne nous l'a-t-il pas montré? C'était la même question que je m'étais posée. Parce qu'il était triste, ma chérie. Et parfois, quand les adultes sont tristes, ils ne savent pas comment le partager. Ils pensent qu'ils doivent être forts et cacher leur tristesse. Mais ce n'est pas toujours le bon choix. Étais-tu triste quand grand-père est mort? J'ai réfléchi à cela. Je le suis maintenant. Je ne l'étais pas au début parce que je ne le connaissais pas vraiment. Mais maintenant que j'apprends à le connaître, à connaître toutes les choses qu'il ressentait mais ne pouvait pas dire, je suis triste que nous ayons manqué tant de temps ensemble. Léa cueillit une fleur, l'une des roses à floraison tardive que mon père avait plantées pour ma mère. On peut venir souvent ici? J'aime bien cet endroit. Oui, ma chérie. On peut venir ici aussi souvent que tu le veux. Pendant l'hiver, j'ai fait des recherches sur le jardinage. J'ai lu des livres, regardé des vidéos et rejoint des forums en ligne. Le jardin m'a donné quelque chose à faire de mes mains pendant que je traitais mon deuil complexe de mon père. Pas seulement le deuil de sa mort, mais le deuil de la relation que nous n'avons jamais eue, des conversations que nous n'avons jamais partagées, de l'amour qui existait mais qui n'a jamais été correctement exprimé. Au début du printemps, j'ai décidé d'ajouter ma propre section au jardin. J'ai défriché une petite zone près de l'entrée et j'ai planté des légumes, des tomates, des poivrons, des herbes aromatiques, des choses pratiques, des choses qui poussent, des choses que Léa et moi pourrions récolter ensemble. Et j'ai installé une petite pierre commémorative avec une inscription, le jardin de Jean-Pierre Dubois, 1984 à 2024. Il a construit cet endroit avec amour et l'a entretenu avec soin. Au dos de la pierre, j'ai ajouté mon propre message, un que je n'avais jamais eu l'occasion de lui dire en face, « Papa, je comprends maintenant. J'aurais aimé que tu me laisses te voir briser. J'aurais aimé que tu saches que c'était normal de ne pas être fort tout le temps. J'aurais aimé que nous ayons eu plus de temps ensemble, que tu m'aies appris ce qu'était ce jardin de ton vivant au lieu de me le faire découvrir après ton départ. Mais je comprends pourquoi tu t'es caché. Tu essayais de me protéger. Même si ta protection a fait mal de différentes manières que tu ne l'avais prévu, tu m'as aimé. Je le sais maintenant. Et je te pardonne pour toutes les façons dont tu as montré cet amour imperfectly. Merci de m'avoir donné cet endroit. Merci de m'avoir montré que l'amour se cache parfois dans des endroits inattendus, dans des jardins que nous construisons en secret, dans des lettres que nous écrivons mais n'envoyons jamais. Je prendrai soin de ton jardin, papa. Je le promets. Ton fils, Thomas. 2 ans plus tard, le jardin est florissant. Léa et moi venons ici 2 fois par semaine. Elle a appris les noms de toutes les fleurs, comprend le cycle des saisons et sait comment arroser, désherber et récolter. Elle pose des questions sur le grand-père qu'elle a à peine connu, et je réponds aussi honnêtement que possible sur ses difficultés, ses erreurs et son amour caché. J'ai aussi commencé une tradition d'écrire des lettres, bien que les miennes, je les envoie réellement. J'écris à Léa, des lettres qu'elle pourra lire quand elle sera plus âgée sur mes sentiments, mes erreurs, mon amour pour elle. Je suis déterminé à ne pas répéter l'erreur de mon père de cacher mes émotions au service d'une idée mal avisée de la force. Mais je comprends aussi mieux mon père que je ne l'ai jamais fait de son vivant. Je comprends le poids du chagrin, la peur de la vulnérabilité, les terribles façons dont nous pouvons blesser les gens que nous aimons en essayant de les protéger. Le jardin est devenu un lieu de rencontre pour notre famille. Anne et moi y amenons Léa pour des pique-niques. Nous avons invité des amis à visiter, partageant le magnifique espace que mon père a créé. Et parfois, quand je suis seul ici tôt le matin ou tard le soir, quand la lumière est douce et que le jardin est calme, je parle à mon père comme il parlait à ma mère toutes ces années. Je lui parle des dernières réalisations de Léa, de mon travail, des moments ordinaires de la vie qu'il a manqué. Je lui dis que j'aurais aimé que les choses aient été différentes, mais que je suis reconnaissant pour ce qu'il m'a donné, ce sanctuaire, ces leçons sur le deuil et l'amour, et l'importance de laisser les gens vous voir tels que vous êtes vraiment. Le jardin est mon héritage, pas de l'argent ou des biens, mais quelque chose de bien plus précieux. C'est un pont vers la compréhension, un espace de guérison, un rappel vivant que les gens sont plus compliqués que nous ne le pensons, et que l'amour ne ressemble pas toujours à ce que nous attendons. Mon père a passé 40 ans à construire ce jardin en secret, me cachant son chagrin parce qu'il pensait que c'était ça, la force. Il avait tort sur ce point. Mais il avait raison sur une chose, les jardins, comme les relations,
exige de la patience, du soin et la foi que ce que nous plantons aujourd'hui fleurira demain. Je prends soin de son jardin. J'enseigne à ma fille la croissance, les saisons et l'importance de s'occuper de ce qui compte. Et j'essaie chaque jour d'être le genre de père que mon père voulait être, mais ne savait pas comment, présent, honnête et n'ayant pas peur de laisser les gens que j'aime voir tout de moi, même les parties brisées. Parce que c'est ce qu'il m'a appris à la fin, à travers son absence, son jardin secret et ses centaines de lettres non envoyées, l'amour caché est toujours de l'amour, mais l'amour partagé est tellement plus fort. Qu'avez-vous pensé du voyage de Thomas pour comprendre le chagrin caché de son père? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire sur les pères compliqués, l'amour caché et les jardins que nous entretenons en secret a touché votre cœur, veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner pour d'autres histoires significatives chaque jour. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne jamais manquer notre prochain compte qui donne à réfléchir. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine.